Les Chouans, partie 9. Suite du chapitre 3. « Si je perds ce jeune homme-là, s'écria Hulot en regardant le bois avec attention, je ne veux plus faire d'amis. »« Ah ah !» dit un des jeunes gens de Fougères occupés à dépouiller les morts. « Voilà un oiseau qui a des plumes jaunes. » Et il montrait à ses compatriotes une bourse pleine de pièces d'or qu'il venait de trouver dans la poche d'un gros homme vêtu de noir. « Mais qu'a-t-il donc là ?» reprit un autre qui tira un bréviaire de la redingote du défunt. « C'est pain béni, c'est un prêtre !» s'écria-t-il en jetant le bréviaire à terre. « Le voleur, il nous fait banqueroute !» dit un troisième en ne trouvant que 2 écus de 6 francs dans les poches du chouan qu'il déshabillait. « Oui, mais il a une fameuse paire de souliers !» répondit un soldat qui se mit en devoir de les prendre. « Tu les auras s'ils tombent dans ton lot !» lui répliqua l'un des Fougerets en les arrachant des pieds du mort et les lançant au tas des effets déjà rassemblés. Un 4e contre-chouan recevait l'argent, afin de faire les parts lorsque tous les soldats de l'expédition seraient réunis. Quand Hulot revint avec le jeune officier, dont la dernière entreprise pour joindre le gars avait été aussi périlleuse qu'inutile, il trouva une 20aine de ses soldats et une 30aine de contre-chouans devant 11 ennemis morts, dont les corps avaient été jetés dans un sillon tracé au bas de la haie. « Soldats !» s'écria Hulot d'une voix sévère. « Je vous défends de partager ces haillons. Formez vos rangs, et plus vite que ça. »« Mon commandant !» dit un soldat, en montrant à Hulot ses souliers, au bout desquels les 5 doigts de ses pieds se voyaient à nu. « Bon, pour l'argent. Mais cette chaussure-là, ajouta-t-il en montrant avec la crosse de son fusil la paire de souliers ferrés. Cette chaussure-là, mon commandant, m'irait comme un gant. « Tu veux à tes pieds des souliers anglais ?» lui répliqua Hulot. « Commandant, dit respectueusement un des Fougerets, nous avons, depuis la guerre, toujours partagé le butin. »« Je ne vous empêche pas, vous autres, de suivre vos usages, » répliqua durement Hulot en l'interrompant. « Tiens, Gudin, voilà une bourse là qui contient 3 louis. Tu as eu de la peine, ton chef ne s'opposera pas à ce que tu la prennes, dit à l'officier l'un de ses anciens camarades. Hulot regarda Gudin de travers et le vit pâlissant. « C'est la bourse de mon oncle !» s'écria le jeune homme. Tout épuisé qu'il était par la fatigue, il fit quelques pas vers le monceau de cadavres, et le premier corps qui s'offrit à ses regards fut précisément celui de son oncle. Mais à peine en vit-il le visage rubicond sillonné de bandes bleuâtres, les bras roidis et la plaie faite par le coup de feu, qu'il jeta un cri étouffé et s'écria « Marchons, mon commandant !» La troupe de Bleus se mit en route. Hulot soutenait son jeune ami en lui donnant le bras. « Tonnerre de Dieu, cela ne sera rien, » lui disait le vieux soldat. « Mais il est mort, » répondit Gudin. « Mort ! C'était mon seul parent et, malgré ses malédictions, il m'aimait. Le roi revenu, tout le pays aurait voulu ma tête. Le bonhomme m'aurait caché sous sa soutane. »« Est-il bête ?» disaient les gardes nationaux restés à se partager les dépouilles. « Le bonhomme est riche, et comme ça, il n'a pas eu le temps de faire un testament par lequel il l'aurait déshérité. » Le partage fait, les contre-chouans rejoignirent le petit bataillon de Bleus et le suivirent de loin. Une horrible inquiétude se glissa, vers la nuit, dans la chaumière de Gallop-Chopine, où jusqu'alors la vie avait été si naïvement insoucieuse. Barbette et son petit gars, portant tous 2 sur leur dos, l'une sa pesante charge d'ajoncs, l'autre une provision d'herbes pour les bestiaux, revinrent à l'heure où la famille prenait le repas du soir. En entrant au logis, la mère et le fils cherchèrent en vain Gallop-Chopine. Et jamais cette misérable chambre ne leur parut si grande, tant elle était vide. Le foyer sans feu, l'obscurité, le silence, tout leur prédisait quelque malheur. Quand la nuit fut venue, Barbette s'empressa d'allumer un feu clair et 2 oribus, nom donné aux chandelles de résine dans le pays compris entre les rivages de l'Armorique jusqu'en haut de la Loire, et encore usité en deçà d'Amboise dans les campagnes du Vendômois. Barbette mettait à ses apprêts la lenteur dont sont frappées les actions
quand un sentiment profond les domine. Elle écoutait le moindre bruit. Mais souvent trompée par le sifflement des rafales, elle allait sur la porte de sa misérable hutte et en revenait toute triste. Elle nettoya 2 pichets, les remplit de cidre et les posa sur la longue table de noyer. À plusieurs reprises, elle regarda son garçon qui surveillait la cuisson des galettes de sarrasin, mais sans pouvoir lui parler. Un instant, les yeux du petit gars s'arrêtèrent sur les 2 clous qui servaient à supporter la canardière de son père, et Barbette frissonna en voyant comme lui cette place vide. Le silence n'était interrompu que par les mugissements des vaches ou par les gouttes de cidre qui tombaient périodiquement de la bonde du tonneau. La pauvre femme soupira en apprêtant dans 3 écuelles de terre brune une espèce de soupe composée de lait, de galettes coupées par petits morceaux et de châtaignes cuites. « Ils se sont battus dans la pièce qui dépend de la Béraudière, » dit le petit gars. « Vas-y donc voir, » répondit la mère. Le gars y courut, reconnut au clair de lune le monceau de cadavres, n'y trouva point son père, et revint tout joyeux en sifflant. Il avait ramassé quelques pièces de 100 sous foulées aux pieds par les vainqueurs et oubliées dans la boue. Il trouva sa mère assise sur une escabelle et occupée à filer du chanvre au coin du feu. Il fit un signe négatif à Barbette, qui n'osa croire à quelque chose d'heureux. Puis, 10 heures ayant sonné à Saint-Léonard, le petit gars se coucha après avoir marmotté une prière à la Sainte Vierge d'Auray. Au jour, Barbette, qui n'avait pas dormi, poussa un cri de joie en entendant retentir dans le lointain un bruit de gros souliers ferrés qu'elle reconnut, et Galop-Chopine montra bientôt sa mine renfrognée. « Grâce à Saint-Labre, à qui j'ai promis un beau cierge, le gars a été sauvé. N'oublie pas que nous devons maintenant 3 cierges au sein. » Puis, Galop-Chopine saisit un pichet et l'avala tout entier sans reprendre haleine. Lorsque sa femme lui eut servi sa soupe, l'eut débarrassé de sa canardière et qu'il se fut assis sur le banc de noyer, il dit en s'approchant du feu. « Comment les Bleus et les Contre-Chouans sont-ils donc venus ici? On se battait à Florigny. Quel diable a pu leur dire que le gars était chez nous? Car il n'y avait que lui, sa belle garce et nous qui le savions. » La femme pâlit. « Les Contre-Chouans m'ont persuadé qu'ils étaient des gars de Saint-Georges, » répondit-elle en tremblant. « Et c'est moi qui leur ai dit où était le gars. » Galop-Chopine pâlit à son tour et laissa son écuelle sur le bord de la table. « Je t'ai envoyé notre cas pour te prévenir, » reprit Barbette effrayée. « Il ne t'a pas rencontré. » Le chouan se leva et frappa si violemment sa femme qu'elle alla tomber pâle comme un mort sur le lit. « Garce maudite, tu m'as tuée, dit-il. Mais saisi d'épouvante, il prit sa femme dans ses bras. « Barbette, s'écria-t-il. « Barbette ! Sainte Vierge, j'ai eu la main trop lourde. »« Crois-tu, lui dit-elle en ouvrant les yeux, que Marchater vienne à le savoir ?» Le gars, répondit le chouan, a dit de s'enquérir d'où venait cette trahison. L'a-t-il dit à Marchater? Pilmiche et Marchater étaient à Florigny. Barbette respira plus librement. S'ils touchent à un seul cheveu de ta tête, dit-elle, je rincerai leur verre avec du vinaigre. Ah, je n'ai plus faim, s'écria tristement Galop-Chopine. Sa femme poussa devant lui l'autre pichet plein. Il n'y fit pas même attention. 2 grosses larmes sillonnèrent alors les joues de Barbette et humectèrent les rides de son visage fané. « Écoute, ma femme, il faudra demain matin amasser des fagots au drais de Saint-Léonard sur les rochers de Saint-Sulpice et y mettre le feu. C'est le signal convenu entre le gars et le vieux recteur de Saint-Georges qui viendra lui dire une messe. »« Il ira donc à Fougères ? » ?»« Oui, chez sa belle garce. J'ai à courir aujourd'hui à cause de ça. Je crois bien qu'il va l'épouser et l'enlever, car il m'a dit d'aller louer des chevaux et de les égailler sur la route de Saint-Malo. » Là-dessus, Galop-Chopine, fatigué, se coucha pour quelques heures et se remit en course. Le lendemain matin, il rentra après s'être soigneusement acquitté des commissions que le marquis lui avait confiées.
En apprenant que Marche-à-Terre et Pilmiche ne s'étaient pas présentés, il dissipa les inquiétudes de sa femme, qui partit presque rassurée pour les roches de Saint-Sulpice, où la veille elle avait préparé sur le mamelon qui faisait face à Saint-Léonard quelques fagots couverts de givre. Elle emmena par la main son petit gars qui portait du feu dans un sabot cassé. À peine son fils et sa femme avaient-ils disparu derrière le toit du hangar que Galope-Chopine entendit 2 hommes sautant le dernier des échaliers en enfilade, et insensiblement il vit à travers un brouillard assez épais des formes anguleuses se dessinant comme des ombres indistinctes. C'est Pilmiche et Marche-à-Terre, se dit-il mentalement. Et il tressaillit. Les 2 chouans montrèrent dans la petite cour leurs visages ténébreux qui ressemblaient assez, sous leurs grands chapeaux usés, à ces figures que des graveurs ont faites avec des paysages. « Bonjour, Galope-Chopine, » dit gravement Marche-à-Terre. « Bonjour, monsieur Marche-à-Terre, » répondit humblement le mari de Barbette. « Voulez-vous entrer ici et vider quelques pichets ? J'ai de la galette froide et du beurre fraîchement battu. »« Ce n'est pas de refus, mon cousin, » dit Pilmiche. Les 2 chouans entrèrent. Ce début n'avait rien d'effrayant pour le maître du logis, qui s'empressa d'aller à sa grosse tonne emplir 3 pichets, pendant que Marche-à-Terre et Pilmiche, assis de chaque côté de la longue table sur un des bancs luisants, se coupèrent des galettes et les garnirent d'un beurre gras et jaunâtre qui, sous le couteau, laissait jaillir de petites bulles de lait. Galope-Chopine posa les pichets pleins de cidre et couronnés de mousse devant ses hôtes, et les 3 chouans se mirent à manger. Mais de temps en temps, le maître du logis jetait un regard de côté sur Marche-à-Terre en s'empressant de satisfaire sa soif. « Donne-moi ta chinchoire, » dit Marche-à-Terre à Pilmiche. Et après en avoir secoué fortement plusieurs chinchets dans le creux de sa main, le Breton aspira son tabac en homme qui voulait se préparer à quelque action grave. « Il fait froid, » dit Pilmiche en se levant pour aller fermer la partie supérieure de la porte. Le jour terni par le brouillard ne pénétra plus dans la chambre que par la petite fenêtre, et n'éclaira que faiblement la table et les 2 bancs. Mais le feu y répandit des lueurs rougeâtres. En ce moment, Galope-Chopine, qui avait achevé de remplir une seconde fois les pichets de ses hôtes, les mettait devant eux. Mais ils refusèrent de boire, jetèrent leurs larges chapeaux et prirent tout à coup un air solennel. Leurs gestes et le regard par lequel ils se consultèrent firent frissonner Galope-Chopine, qui crut apercevoir du sang sous les bonnets de laine rouge dont ils étaient coiffés. « Apporte-nous ton couperet, » dit Marche-à-Terre. « Mais, monsieur Marche-à-Terre, qu'en voulez-vous donc faire ? Allons, cousin, tu le sais bien, » dit Pilmiche en serrant sa chinchoire que lui rendit Marche-à-Terre. « Tu es jugé. » Les 2 chouans se levèrent ensemble en saisissant leurs carabines. « Monsieur Marche-à-Terre, je n'ai rien dit sur le gars. »« Je te dis d'aller chercher ton couperet, » répondit le chouan. Le malheureux Galope-Chopine heurta le bois grossier de la couche de son garçon, et 3 pièces de 100 sous roulèrent sur le plancher. Pilmiche les ramassa. « Oh oh, les bleus t'ont donné des pièces neuves !» s'écria Marche-à-Terre. « Aussi vrai que voilà l'image de Saint-Labre, » reprit Galope-Chopine. « Je n'ai rien dit. Barbette a pris les contre-chouans pour les gars de Saint-Georges, voilà tout. »« Pourquoi parles-tu d'affaires à ta femme ?» répondit brutalement Marche-à-Terre. « D'ailleurs, cousin, nous ne te demandons pas de raison, mais ton couperet. Tu es jugé. » À un signe de son compagnon, Pilmiche l'aida à saisir la victime. En se trouvant entre les mains des 2 chouans, Galope-Chopine perdit toute force, tomba sur ses genoux et leva vers ses bourreaux des mains désespérées. « Mes bons amis, mon cousin, que voulez-vous que devienne mon petit gars ?»« J'en prendrai soin, » dit Marche-à-Terre. « Mes chers camarades, » reprit Galope-Chopine, devenu blême, « je ne suis pas en état de mourir. Me laisserez-vous partir sans confession ? Vous avez le droit de prendre ma vie, mais non celui de me faire perdre la bienheureuse éternité. »« C'est juste, » dit Marche-à-Terre en regardant Pilmiche. Les 2 chouans restèrent un moment dans le plus grand embarras
et sans pouvoir résoudre ce cas de conscience. Galope-Chopine écouta le moindre bruit causé par le vent, comme s'il eût conservé quelque espérance. Le son de la goutte de cidre qui tombait périodiquement du tonneau lui fit jeter un regard machinal sur la pièce et soupirer tristement. Tout à coup, Pilmiche prit le patient par un bras, l'entraîna dans un coin et lui dit « Confesse-moi tous tes péchés. Je les redirai à un prêtre de la véritable Église. Il me donnera l'absolution. Et s'il y a des pénitences à faire, je les ferai pour toi. » Galope-Chopine obtint quelque répit par sa manière d'accuser ses péchés. Mais, malgré le nombre et les circonstances des crimes, il finit par atteindre le bout de son chapelet. « Hélas, dit-il en terminant, après tout, mon cousin, puisque je te parle comme à un confesseur, je t'assure, par le saint nom de Dieu, que je n'ai guère à me reprocher que d'avoir, par-ci, par-là, un peu trop beurré mon pain, et j'atteste saint Labre que voici au-dessus de la cheminée, que je n'ai rien dit sur le gars. Non, mes bons amis, je n'ai pas trahi. Allons, c'est bon, cousin, relève-toi. Tu t'entendras sur tout cela avec le bon Dieu, dans le temps comme dans le temps. Mais laissez-moi dire un petit brin d'adieu à Barbe. Allons, répondit Marche-à-Terre. Si tu veux qu'on ne t'en veuille pas plus qu'il ne faut, comporte-toi en breton, et finis proprement. Les deux chouans saisirent de nouveau Galope-Chopine, le couchèrent sur le banc, où il ne donna plus d'autre signe de résistance que ces mouvements convulsifs produits par l'instinct de l'animal. Enfin, il poussa quelques hurlements sourds qui cessèrent aussitôt que le son lourd du couperet eut retenti. La tête fut tranchée d'un seul coup. Marche-à-Terre prit cette tête par une touffe de cheveux, sortit de la chaumière, chercha et trouva dans le grossier chambranle de la porte un grand clou autour duquel il tortilla les cheveux qu'il tenait, et y laissa pendre cette tête sanglante à laquelle il ne ferma seulement pas les yeux. Les deux chouans se lavèrent les mains sans aucune précipitation dans une grande terrine pleine d'eau, reprirent leurs chapeaux, leurs carabines, et franchirent l'échalier en sifflant l'air de la ballade du capitaine. Pilmiche entonna d'une voix enrouée, au bout du chant, ces strophes prises au hasard dans cette naïve chanson dont les rustiques cadences furent emportées par le vent. À la première ville, son amant l'habille, tout en satin blanc. À la seconde ville, son amant l'habille, en or, en argent. Elle était si belle qu'on lui tendait les voiles dans tout le régiment. Cette mélodie devint insensiblement confuse à mesure que les deux chouans s'éloignaient. Mais le silence de la campagne était si profond que plusieurs notes parvinrent à l'oreille de Barbette, qui revenait alors au logis en tenant son petit gars par la main. Une paysanne n'entend jamais froidement ce chant, si populaire dans l'ouest de la France. Aussi Barbette commença-t-elle involontairement les premières strophes de la ballade. « Allons, partons, belle, partons pour la guerre. Partons, il est temps. Brave capitaine, que ça ne te fasse pas de peine. Ma fille n'est pas pour toi. Tu ne l'auras sur terre, tu ne l'auras sur mer, si ce n'est par trahison. Le père prend sa fille, qui la déshabille, et la jette à l'eau. Capitaine plus sage, se jette à la nage, la ramène à bord. Allons, partons, belle, partons pour la guerre, partons, il est temps. À la première ville, etc. Au moment où Barbette se retrouvait en chantant à la reprise de la ballade par où avait commencé Pilmiche, elle était arrivée dans sa cour. Sa langue se glaça, elle resta immobile, et un grand cri, soudain réprimé, sortit de sa bouche béante. « Qu'as-tu donc, ma chère mère » demanda l'enfant. « Marche tout seul » s'écria sourdement Barbette en lui retirant la main et le poussant avec une incroyable rudesse. « Tu n'as plus ni père ni mère !» L'enfant qui se frottait l'épaule en criant vit la tête clouée et son frais visage garda silencieusement la convulsion nerveuse que les pleurs donnent aux traits. Il ouvrit de grands yeux, regarda longtemps la tête de son père avec un air stupide qui ne trahissait aucune émotion. Puis sa figure,
abruti par l'ignorance, arriva jusqu'à exprimer une curiosité sauvage. Tout à coup, Barbette reprit la main de son enfant, la serra violemment et l'entraîna d'un pas rapide dans la maison. Pendant que Pilmiche et Marchater couchaient Galop-Chopine sur le banc, un de ses souliers était tombé sous son cou de manière à se remplir de sang, et ce fut le premier objet que vit sa veuve. « Ôte ton sabot, » dit la mère à son fils. « Mets ton pied là-dedans. »« Bien. »« Souviens-toi toujours, » s'écria-t-elle d'un son de voix lugubre, « du soulier de ton père, et ne t'en mets jamais un au pied sans te rappeler celui qui était plein du sang versé par les chuins. Et tue les chuins. » En ce moment, elle agita sa tête par un mouvement si convulsif que les mèches de ses cheveux noirs retombèrent sur son cou et donnèrent à sa figure une expression sinistre. « J'atteste, saint Labre, reprit-elle, que je te voue au bleu. Tu seras soldat pour venger ton père. Tue les chuins, et fais comme moi. Ah, ils ont pris la tête de mon homme, je vais donner celle du gars au bleu. » Elle sauta d'un seul bond sur le lit, s'empara d'un petit sac d'argent dans une cachette, reprit la main de son fils étonné, l'entraîna violemment sans lui laisser le temps de reprendre son sabot, et ils marchèrent tous deux d'un pas rapide vers Fougères, sans que l'un ou l'autre retournât la tête vers la chaumière qu'ils abandonnaient. Quand ils arrivèrent sur le sommet des rochers de Saint-Sulpice, Barbette attisa le feu des fagots et son gars l'aida à les couvrir de genêts verts chargés de givre, afin d'en rendre la fumée plus forte. « Ça durera plus que ton père, plus que moi et plus que le gars, » dit Barbette d'un air farouche en montrant le feu à son fils. Au moment où la veuve de Galop-Chopine et son fils aux pieds sanglants regardaient, avec une sombre expression de vengeance et de curiosité, tourbillonner la fumée, mademoiselle de Verneuil avait les yeux attachés sur cette roche, et tâchait, mais en vain, d'y découvrir le signal annoncé par le marquis. Le brouillard, qui s'était insensiblement accru, ensevelissait toute la région sous un voile dont les teintes grises cachaient les masses du paysage les plus près de la ville. Elle contemplait tour à tour, avec une douce anxiété, les rochers, le château, les édifices, qui ressemblaient dans ce brouillard à des brouillards plus noirs encore. Auprès de sa fenêtre, quelques arbres se détachaient de ce fond bleuâtre, comme ces madrépores que la mer laisse entrevoir quand elle est calme. Le soleil donnait au ciel la couleur blafarde de l'argent terni. Ses rayons coloraient d'une rougeur douteuse les branches nues des arbres, où se balançaient encore quelques dernières feuilles. Mais des sentiments trop délicieux agitaient l'âme de Marie, pour qu'elle vît de mauvais présages dans ce spectacle, en désaccord avec le bonheur dont elle se repaissait par avance. Depuis 2 jours, ses idées s'étaient étrangement modifiées. L'âpreté, les éclats désordonnés de ses passions avaient lentement subi l'influence de l'égale température que donne à la vie un véritable amour. La certitude d'être aimée, qu'elle était allée chercher à travers tant de périls, avait fait naître en elle le désir de rentrer dans les conditions sociales qui sanctionnent le bonheur, et d'où elle n'était sortie que par désespoir. N'aimer que pendant un moment lui sembla de l'impuissance. Puis elle se vit soudain reportée, du fond de la société où le malheur l'avait plongée, dans le haut rang où son père l'avait un moment placée. Sa vanité, comprimée par les cruelles alternatives d'une passion tour à tour heureuse ou méconnue, s'éveilla, lui fit voir tous les bénéfices d'une grande position. En quelque sorte, née marquise, épouser Montauran, n'était-ce pas pour elle agir et vivre dans la sphère qui lui était propre? Après avoir connu les hasards d'une vie toute aventureuse, elle pouvait mieux qu'une autre femme apprécier la grandeur des sentiments qui font la famille. Puis le mariage, la maternité et ses soins, étaient pour elle moins une tâche qu'un repos. Elle aimait cette vie vertueuse et calme entrevue à travers ce dernier orage. Comme une femme lasse de la vertu peut jeter un regard de convoitise sur une passion illicite. La vertu était pour elle une nouvelle séduction. Peut-être, dit-elle en revenant de la croisée sans avoir vu de feu sur la roche de Saint-Sulpice, ai-je été bien coquette avec lui? Mais aussi, n'ai-je pas su combien je suis aimée? Francine, ce n'est plus un songe.
je serai ce soir la marquise de Montauran. Qu'ai-je donc fait pour mériter un si complet bonheur? Oh, je l'aime, et l'amour seul peut payer l'amour. Néanmoins, Dieu veut sans doute me récompenser d'avoir conservé tant de cœur, malgré tant de misère, et me faire oublier mes souffrances. Car, tu le sais, mon enfant, j'ai bien souffert. Ce soir, marquise de Montauran, vous, Marie. Ah, tant que ce ne sera pas fait, moi, je croirais rêver. Qui donc lui a dit tout ce que vous valez? Mais, ma chère enfant, il n'a pas seulement de beaux yeux, il a aussi une âme. Si tu l'avais vu comme moi dans le danger. Oh, il doit bien savoir aimer. Il est si courageux. Si vous l'aimez tant, pourquoi souffrez-vous donc qu'il vienne à Fougères? Est-ce que nous avons eu le temps de nous dire un mot quand nous avons été surpris? D'ailleurs, n'est-ce pas une preuve d'amour? Et en a-t-on jamais assez? En attendant, coiffe-moi. Mais elle dérangea 100 fois, par des mouvements comme électriques, les heureuses combinaisons de sa coiffure, en mêlant des pensées encore orageuses à tous les soins de la coquetterie. En crêpant les cheveux d'une boucle, ou en rendant ses nattes plus brillantes, elle se demandait, par un reste de défiance, si le marquis ne la trompait pas, et alors elle pensait qu'une semblable rouerie devait être impénétrable, puisqu'il s'exposait audacieusement à une vengeance immédiate en venant la trouver à Fougères. En étudiant malicieusement à son miroir les effets d'un regard oblique, d'un sourire, d'un léger pli du front, d'une attitude de colère, d'amour ou de dédain, elle cherchait une ruse de femme pour sonder jusqu'au dernier moment le cœur du jeune chef. « Tu as raison, Francine, dit-elle. Je voudrais comme toi que ce mariage fût fait. Ce jour est le dernier de mes jours nébuleux. Il est gros de ma mort ou de notre bonheur. Le brouillard est odieux, ajouta-t-elle, en regardant de nouveau vers les sommets de Saint-Sulpice, toujours voilés. Elle se mit à draper elle-même les rideaux de soie et de mousseline qui décoraient la fenêtre, en se plaisant à intercepter le jour de manière à produire dans la chambre un voluptueux clair-obscur. « Francine, dit-elle, ôte ces babioles qui encombrent la cheminée, et n'y laisse que la pendule et les 2 vases de Saxe, dans lesquels j'arrangerai moi-même les fleurs d'hiver que Corentin m'a trouvées. Sors toutes les chaises. Je ne veux voir ici que le canapé et un fauteuil. Quand tu auras fini, mon enfant, tu brosseras le tapis de manière à en ranimer les couleurs. Puis tu garniras de bougies les bras de cheminée et les flambeaux. » Marie regarda longtemps et avec attention la vieille tapisserie tendue sur les murs de cette chambre. Guidée par un goût inné, elle sut trouver, parmi les brillantes nuances de la haute lisse, les teintes qui pouvaient servir à lier cette antique décoration aux meubles et aux accessoires de ce boudoir, par l'harmonie des couleurs ou par le charme des oppositions. La même pensée dirigea l'arrangement des fleurs, dont elle chargea les vases contournés qui ornaient la chambre. Le canapé fut placé près du feu. De chaque côté du lit, qui occupait la paroi parallèle à celle où était la cheminée, elle mit, sur 2 petites tables dorées, 2 grands vases de Saxe remplis de feuillages et de fleurs, qui exhalèrent les plus doux parfums. Elle tressaillit plus d'une fois en disposant des plis onduleux du lampadaire au-dessus du lit et en étudiant les sinuosités de la draperie à fleurs sous laquelle elle le cacha. De semblables préparatifs ont toujours un indéfinissable secret de bonheur et amènent une irritation si délicieuse que souvent, au milieu de ces voluptueux apprêts, une femme oublie tous ses doutes, comme mademoiselle de Verneuil oubliait alors les siens. N'existe-t-il pas un sentiment religieux dans cette multitude de soins pris pour un être aimé, qui n'est pas là pour les voir et les récompenser, mais qui doit les payer plus tard par ce sourire approbateur qu'obtiennent ces gracieux préparatifs, toujours si bien compris. Les femmes se livrent alors, pour ainsi dire, par avance à l'amour, et il n'en est pas une seule qui ne se dise, comme mademoiselle de Verneuil le pensait, « Ce soir, je serai bien heureuse. » La plus innocente d'entre elles inscrit alors cette suave espérance dans les plis les moins saillants de la soie ou de la mousseline. Puis, insensiblement, l'harmonie qu'elle établit autour d'elle imprime à toute une physionomie
où respire l'amour. Au sein de cette sphère voluptueuse, pour elle, les choses deviennent des êtres, des témoins. Et déjà, elle en fait les complices de toutes ses joies futures. À chaque mouvement, à chaque pensée, elle s'enhardit à voler l'avenir. Bientôt, elle n'attend plus, elle n'espère pas, mais elle accuse le silence, et le moindre bruit lui doit un présage. Enfin, le doute vient poser sur son cœur une main crochue. Elle brûle, elle s'agite, elle se sent tordue par une pensée qui se déploie comme une force purement physique. C'est tour à tour un triomphe et un supplice, que sans l'espoir du plaisir, elle ne supporterait point. 20 fois, mademoiselle de Verneuil avait soulevé les rideaux, dans l'espérance de voir une colonne de fumée s'élevant au-dessus des rochers. Mais le brouillard semblait de moment en moment prendre de nouvelles teintes grises, dans lesquelles son imagination finit par lui montrer de sinistres présages. Enfin, dans un moment d'impatience, elle laissa tomber le rideau, en se promettant bien de ne plus venir le relever. Elle regarda d'un air boudeur cette chambre à laquelle elle avait donné une âme et une voix, se demanda si ce serait en vain, et cette pensée la fit songer à tout. « Ma petite, » dit-elle à Francine en l'attirant dans un cabinet de toilette contigu à sa chambre et qui était éclairé par un œil de bœuf donnant sur l'angle obscur où les fortifications de la ville se joignaient aux rochers de la promenade. « Range-moi cela, que tout soit propre. Quant au salon, tu le laisseras, si tu veux, en désordre, » ajouta-t-elle en accompagnant ces mots d'un de ces sourires que les femmes réservent pour leur intimité, et dont jamais les hommes ne peuvent connaître la piquante finesse. « Ah, combien vous êtes jolie !» s'écria la petite Bretonne. « Eh, folles que nous sommes toutes, notre amant ne sera-t-il pas toujours notre plus belle parure ?» Francine la laissa mollement coucher sur l'ottomane et se retira pas à pas en devinant que, aimée ou non, sa maîtresse ne livrerait jamais Montauran. « Es-tu sûre de ce que tu me débites là, ma vieille ?» disait Hulot à Barbette, qui l'avait reconnue en entrant à Fougères. « Avez-vous des yeux ? Tenez, regardez les rochers de Saint-Sulpice. Là, mon bonhomme, Audrey de Saint-Léonard. » Corentin tourna les yeux vers le sommet, dans la direction indiquée par le doigt de Barbette, et, comme le brouillard commençait à se dissiper, il put voir assez distinctement la colonne de fumée blanchâtre dont avait parlé la femme de Galop-Chopine. « Mais quand viendra-t-il, la vieille ? Sera-ce ce soir ou cette nuit ?»« Mon bonhomme, » reprit Barbette, « je n'en sais rien. »« Pourquoi trahis-tu ton parti ?» dit vivement Hulot, après avoir attiré la paysanne à quelques pas de Corentin. « Ah, monseigneur le général, voyez le pied de mon gars. Eh bien, il est trempé dans le sang de mon homme tué par les chuins, sous votre respect, comme un veau pour le punir des 3 mots que vous m'avez arrachés avant-hier quand je labourais. Prenez mon gars, puisque vous lui avez ôté son père et sa mère. Mais faites-en un vrai bleu, mon bonhomme, et qu'il puisse tuer beaucoup de chuins. Tenez, voilà 200 écus. Gardez-les lui. En les ménageant, il ira loin avec ça, puisque son père a été 12 ans à les amasser. » Hulot regarda avec étonnement cette paysanne pâle et ridée dont les yeux étaient secs. « Mais toi, dit-il, toi, la mère, que vas-tu devenir ? Il vaut mieux que tu conserves cet argent. »« Moi, répondit-elle en branlant la tête avec tristesse, je n'ai plus besoin de rien. Vous me clencheriez au fin fond de la tour de Mélusine, et elle montra une des tours du château, que les chuins sauraient ben m'y venir tuer. Elle embrassa son gars avec une sombre expression de douleur, le regarda, versa 2 larmes, le regarda encore, et disparut. « Commandant, dit Corentin, voici une de ces occasions qui, pour être mise à profit, demandent plutôt 2 bonnes têtes qu'une. Nous savons tout et nous ne savons rien. Faire cerner dès à présent la maison de mademoiselle de Verneuil, ce serait la mettre contre nous. Nous ne sommes pas, toi, moi, tes contre-chouans et tes 2 bataillons,
de force à lutter contre cette fille-là, si elle se met en tête de sauver son ci-devant. Ce garçon est homme de cour, et par conséquent rusé. C'est un jeune homme, et il a du cœur. Nous ne pourrons jamais nous en emparer à son entrée à Fougères. Il s'y trouve d'ailleurs peut-être déjà. Faire des visites domiciliaires? Absurdité. Ça n'apprend rien, ça donne l'éveil. Et ça tourmente les habitants. Je m'en vais, dit Hulot, impatienté. Donnez au factionnaire du poste Saint-Léonard la consigne d'avancer sa promenade de 3 pas de plus, et il arrivera ainsi en face de la maison de mademoiselle de Verneuil. Je conviendrai d'un signe avec chaque sentinelle, je me tiendrai au corps de garde, et quand on m'aura signalé l'entrée d'un jeune homme quelconque, je prends un caporal et 4 hommes et... Et, reprit Corentin en interrompant l'impétueux soldat, si le jeune homme n'est pas le marquis, si le marquis n'entre pas par la porte, s'il est déjà chez mademoiselle de Verneuil, si... Le Corentin regarda le commandant avec un air de supériorité qui avait quelque chose de si insultant que le vieux militaire s'écria. « 1000 tonnerres de Dieu! Va te promener, citoyen de l'enfer! Est-ce que tout cela me regarde? Si ce hanneton-là vient tomber dans un de mes corps de garde, il faudra bien que je le fusille. Si j'apprends qu'il est dans une maison, il faudra bien aussi que j'aille le cerner, le prendre et le fusiller. Mais du diable si je me creuse la cervelle pour mettre de la boue sur mon uniforme. Commandant, la lettre des 3 ministres t'ordonne d'obéir à mademoiselle de Verneuil. Citoyen, qu'elle vienne elle-même, je verrai ce que j'aurai à faire. Eh bien, citoyen, répliqua Corentin avec hauteur, elle ne tardera pas. Elle te dira, elle-même, l'heure et le moment où le ci-devant sera entré. Peut-être même ne sera-t-elle tranquille que quand elle t'aura vu posant les sentinelles et cernant sa maison. Le diable s'est fait homme, se dit douloureusement le vieux chef de demi-brigade en voyant Corentin qui remontait à grands pas l'escalier de la Reine où cette scène avait eu lieu et qui regagnait la porte Saint-Léonard. Il me livrera le citoyen Montauran, pieds et poings liés, reprit Hulot en se parlant à lui-même, et je me trouverai embêté d'un conseil de guerre à présider. Après tout, dit-il en haussant les épaules, le gars est un ennemi de la République. Il m'a tué mon pauvre Gérard, et ce sera toujours un noble de moins. Au diable! Il tourna lestement sur les talons de ses bottes et alla visiter tous les postes de la ville en sifflant la Marseillaise. Mademoiselle de Verneuil était plongée dans une de ces méditations dont les mystères restent comme ensevelis dans les abîmes de l'âme et dont les 1000 sentiments contradictoires ont souvent prouvé à ceux qui en ont été la proie qu'on peut avoir une vie orageuse et passionnée entre 4 murs sans même quitter l'ottomane sur laquelle se consume alors l'existence. Arrivée au dénouement du drame qu'elle était venue chercher, cette fille en faisait tour à tour passer devant elle les scènes d'amour et de colère qui avaient si puissamment animé sa vie pendant les 10 jours écoulés depuis sa première rencontre avec le marquis. En ce moment, le bruit d'un pas d'homme retentit dans le salon qui précédait sa chambre. Elle tressaillit, la porte s'ouvrit, elle tourna vivement la tête et vit Corentin. « Petite tricheuse !» dit en riant l'agent supérieur de la police. « L'envie de me tromper vous prendra-t-elle encore ? Ah, Marie, Marie, vous jouez un jeu bien dangereux en ne m'intéressant pas à votre parti, en décidant les coups sans me consulter. Si le marquis a échappé à son sort... »« Cela n'a pas été votre faute, n'est-ce pas ?» répondit mademoiselle de Verneuil avec une ironie profonde. « Monsieur, reprit-elle d'une voix grave, de quel droit venez-vous encore chez moi ? » « Chez vous ?» demanda-t-il d'un ton amer. « Vous m'y faites songer, répliqua-t-elle avec noblesse. « Je ne suis pas chez moi. Vous avez peut-être sciemment choisi cette maison pour y commettre plus sûrement vos assassinats. Je vais en sortir. J'irai dans un désert pour ne plus voir des... »« Des espions, dites, reprit Corentin. Mais cette maison n'est ni à vous ni à moi. Elle est au gouvernement. Et, quant à en sortir, vous n'en feriez rien, ajouta-t-il en lui lançant un regard diabolique. Mademoiselle de Verneuil se leva par un mouvement d'indignation, s'avança de quelques pas, mais tout à coup elle s'arrêta en voyant Corentin qui releva le rideau de la fenêtre et se prit à sourire en l'invitant à venir près de lui. « Voyez-vous cette colonne de fumée ?» dit-il avec le calme profond qu'il savait conserver sur sa figure blême
quelque profondes que fussent ses émotions. « Quel rapport peut-il exister entre mon départ et de mauvaises herbes auxquelles on a mis le feu ?» demanda-t-elle. « Pourquoi votre voix est-elle si altérée ?» reprit Corentin. « Pauvre petite, ajouta-t-il d'une voix douce. Je sais tout. Le marquis vient aujourd'hui à Fougères, et ce n'est pas dans l'intention de nous le livrer que vous avez arrangé si voluptueusement ce boudoir, ses fleurs et ses bougies. » Mademoiselle de Verneuil pâlit en voyant la mort du marquis écrite dans les yeux de ce tigre à face humaine, et ressentit pour son amant un amour qui tenait du délire. Chacun de ses cheveux lui versa dans la tête une atroce douleur qu'elle ne put soutenir, et elle tomba sur l'ottomane. Corentin resta un moment les bras croisés sur la poitrine, moitié content d'une torture qui le vengeait de tous les sarcasmes et du dédain par lesquels cette femme l'avait accablé, moitié chagrin de voir souffrir une créature dont le joug lui plaisait toujours, quelque lourd qu'il fût. « Elle l'aime » se dit-il d'une voix sourde. « L'aimer » s'écria-t-elle. « Eh, qu'est-ce que signifie ce mot ? Corentin, il est ma vie, mon âme, mon souffle !» Elle se jeta aux pieds de cet homme dont le calme l'épouvantait. « Âme de boue, lui dit-elle, j'aime mieux m'avilir pour lui obtenir la vie que de m'avilir pour la lui ôter. Je veux le sauver au prix de tout mon sang. Parle, que te faut-il ?» Corentin tressaillit. « Je venais prendre vos ordres, Marie, » dit-il d'un son de voix plein de douceur et en la relevant avec une gracieuse politesse. « Oui, Marie, vos injures ne m'empêcheront pas d'être tout à vous, pourvu que vous ne me trompiez plus. Vous savez, Marie, qu'on ne me dupe jamais impunément. »« Ah, si vous voulez que je vous aime, Corentin, aidez-moi à le sauver. »« Eh bien, à quelle heure vient le marquis ?» dit-il en s'efforçant de faire cette demande d'un ton calme. « Hélas, je n'en sais rien. » Ils se regardèrent tous deux en silence. « Je suis perdue, » se disait mademoiselle de Verneuil. « Elle me trompe, » pensait Corentin. « Marie, » reprit-il, « j'ai 2 maximes. L'une, de ne jamais croire un mot de ce que disent les femmes. C'est le moyen de ne pas être leur dupe. L'autre, de toujours chercher si elles n'ont pas quelque intérêt à faire le contraire de ce qu'elles ont dit et à se conduire en sens inverse des actions dont elles veulent bien nous confier le secret. Je crois que nous nous entendons maintenant. »« À merveille, » répliqua mademoiselle de Verneuil. « Vous voulez des preuves de ma bonne foi, mais je les réserve pour le moment où vous m'en aurez donné de la vôtre. »« Adieu, mademoiselle, » dit sèchement Corentin. « Allons, » reprit la jeune fille en souriant. « Asseyez-vous, mettez-vous là et ne boudez pas, sinon je saurais bien me passer de vous pour sauver le marquis. Quant aux 300 000 francs que vous voyez toujours étalés devant vous, je puis vous les mettre en or, là, sur cette cheminée, à l'instant où le marquis sera en sûreté. » Corentin se leva, recula de quelques pas et regarda mademoiselle de Verneuil. « Vous êtes devenue riche en peu de temps, dit-il, d'un ton dont l'amertume était mal déguisée. « Mon torrent, reprit-elle en souriant de pitié, pourra vous offrir lui-même bien davantage pour sa rançon. Ainsi, prouvez-moi que vous avez les moyens de le garantir de tout danger et... »« Ne pouvez-vous pas, s'écria tout à coup Corentin, le faire évader au moment même de son arrivée, puisqu'Hulot en ignore l'heure et... » Il s'arrêta comme s'il se reprochait à lui-même d'en trop dire. « Mais est-ce bien vous qui me demandez une ruse ?» reprit-il en souriant de la manière la plus naturelle. « Écoutez, Marie, je suis certain de votre loyauté. Promettez-moi de me dédommager de tout ce que je perds en vous servant, et j'endormirai si bien cette buse de commandant que le marquis sera libre à Fougères comme à Saint-James. »« Je vous le promets, » répondit la jeune fille avec une sorte de solennité. « Non, pas ainsi, » reprit-il. « Jurez-le-moi par votre mère. » Mademoiselle de Verneuil tressaillit, et, levant une main tremblante, elle fit le serment demandé par cet homme,
dont les manières venaient de changer subitement. « Vous pouvez disposer de moi, dit Corentin. Ne me trompez pas, et vous me bénirez ce soir. »« Je vous crois, Corentin !» s'écria mademoiselle de Verneuil tout attendrie. Elle le salua par une douce inclination de tête et lui sourit avec une bonté mêlée de surprise en lui voyant sur la figure une expression de tendresse mélancolique. « Quelle ravissante créature !» s'écria Corentin en s'éloignant. « Ne l'aurais-je donc jamais, pour en faire à la fois l'instrument de ma fortune et la source de mes plaisirs. Se mettre à mes pieds, elle ? Oh oui, le marquis périra. Et si je ne puis obtenir cette femme qu'en la plongeant dans un bourbier, je l'y plongerai. » Enfin, se dit-il à lui-même en arrivant sur la place où ses pas le conduisirent à son insu, elle ne se défie peut-être plus de moi. 100 000 écus à l'instant, elle me croit avare. C'est une ruse, ou elle l'a épousé. Corentin, perdu dans ses pensées, n'osait prendre une résolution. Le brouillard que le soleil avait dissipé vers le milieu du jour reprenait insensiblement toute sa force et devint si épais que Corentin n'apercevait plus les arbres même à une faible distance. « Voilà un nouveau malheur, se dit-il en rentrant à pas lents chez lui. Il est impossible d'y voir à 6 pas. Le temps protège nos amants. Surveillez donc une maison gardée par un tel brouillard. »« Qui vive !» s'écria-t-il en saisissant le bras d'un inconnu qui semblait avoir grimpé sur la promenade à travers les roches les plus périlleuses. « C'est moi !» répondit naïvement une voix enfantine. « Ah, c'est le petit gars aux pieds rouges. Ne veux-tu pas venger ton père ?» lui demanda Corentin. « Oui, » dit l'enfant. « C'est bien. Connais-tu le gars ? » ?»« Oui. »« C'est encore mieux. Eh bien, ne me quitte pas. Sois exact à faire tout ce que je te dirai. Tu achèveras l'ouvrage de ta mère, et tu gagneras des gros sous. Aimes-tu les gros sous ? » ?»« Oui. »« Tu aimes les gros sous, et tu veux tuer le gars. Je prendrai soin de toi. »« Allons, » se dit en lui-même Corentin après une pause. « Marie, tu nous le livras toi-même. Elle est trop violente pour juger le coup que je m'en vais lui porter. D'ailleurs, la passion ne réfléchit jamais. Elle ne connaît pas l'écriture du marquis. Voici donc le moment de tendre le piège dans lequel son caractère la fera donner tête baissée. Mais pour assurer le succès de ma ruse, Hulot m'est nécessaire, et je cours le voir. » En ce moment, mademoiselle de Verneuil et Francine délibéraient sur les moyens de soustraire le marquis à la douteuse générosité de Corentin et aux baïonnettes de Hulot. « Je vais aller le prévenir, » s'écriait la petite Bretonne. « Folle, sais-tu donc où il est ? Moi-même, aidée par tout l'instinct du cœur, je pourrais bien le chercher longtemps sans le rencontrer. » Après avoir inventé bon nombre de ces projets insensés, si faciles à exécuter au coin du feu, mademoiselle de Verneuil s'écria « Quand je le verrai, son danger m'inspirera. » Puis elle se plut, comme tous les esprits ardents, à ne vouloir prendre son parti qu'au dernier moment, se fiant à son étoile ou à cet instinct d'adresse qui abandonne rarement les femmes. Jamais peut-être son cœur n'avait subi de si fortes contractions. Tantôt elle restait comme stupide, les yeux fixes, et tantôt, au moindre bruit, elle tressaillait comme ces arbres presque déracinés que les bûcherons agitent fortement avec une corde pour en hâter la chute. Tout à coup, une détonation violente, produite par la décharge d'une douzaine de fusils, retentit dans le lointain. Mademoiselle de Verneuil pâlit, saisit la main de Francine et lui dit « Je meurs. Ils me l'ont tué. » Le pas pesant d'un soldat se fit entendre dans le salon. Francine, épouvantée, se leva et introduisit un caporal. Le républicain, après avoir fait un salut militaire à mademoiselle de Verneuil, lui présenta des lettres dont le papier n'était pas très propre. Le soldat, ne recevant aucune réponse de la jeune fille, lui dit en se retirant « Madame, c'est de la part du commandant. » Mademoiselle de Verneuil, en proie à de sinistres pressentiments, lisait une lettre écrite probablement à la hâte par Hulot. « Mademoiselle, mes contre-chouans viennent de s'emparer d'un des messagers du gars qui vient d'être fusillé. Parmi les lettres interceptées, celle que je vous transmets peut vous être de quelque utilité,
etc. Grâce au ciel, ce n'est pas lui qu'ils viennent de tuer, s'écria-t-elle en jetant cette lettre au feu. Elle respira plus librement et lut avec avidité le billet qu'on venait de lui envoyer. Il était du marquis et semblait adressé à madame Dugois. « Non, mon ange, je n'irai pas ce soir à la Vivetière. Ce soir, vous perdez votre gageur avec le comte et je triomphe de la République en la personne de cette fille délicieuse, qui vaut certes bien une nuit. Convenez-en. Ce sera le seul avantage réel que je remporterai dans cette campagne, car la Vendée se soumet. Il n'y a plus rien à faire en France, et nous repartirons sans doute ensemble pour l'Angleterre. Mais à demain les affaires sérieuses. » Le billet lui échappa des mains. Elle ferma les yeux, garda un profond silence, et resta penchée en arrière, la tête appuyée sur un coussin. Après une longue pause, elle leva les yeux sur la pendule qui alors marquait 4 heures. « Et monsieur se fait attendre, » dit-elle avec une cruelle ironie. « Oh, s'il pouvait ne pas venir, » reprit Francine. « S'il ne venait pas, » dit Marie d'une voix sourde, « j'irais au-devant de lui, moi. Mais non, il ne peut tarder maintenant. Francine, suis-je bien belle? Vous êtes bien pâle. Vois, reprit mademoiselle de Verneuil, cette chambre parfumée, ces fleurs, ces lumières, cette vapeur enivrante, tout ici pourra-t-il bien donner l'idée d'une vie céleste à celui que je veux plonger cette nuit dans les délices de l'amour? Qu'y a-t-il donc, mademoiselle? Je suis trahie, trompée, abusée, jouée, rouée, perdue, et je veux le tuer, le déchirer. Mais oui, il y avait toujours dans ses manières un mépris qu'il cachait mal, et que je ne voulais pas voir. Oh, j'en mourrais. Sotte que je suis, dit-elle en riant, il vient. J'ai la nuit pour lui apprendre que, marié ou non, un homme qui m'a possédée ne peut plus m'abandonner. Je lui mesurerai la vengeance à l'offense, et il périra désespéré. Je lui croyais quelque grandeur dans l'âme, mais c'est sans doute le fils d'un laquais. Il m'a certes bien habilement trompée, car j'ai peine à croire encore que l'homme capable de me livrer à Pilmiche sans pitié puisse descendre à des fourberies dignes de Scapin. Il est si facile de se jouer d'une femme aimante, que c'est la dernière des lâchetés. Qu'il me tue, bien, mais mentir, lui, que j'avais tant grandi, à l'échafaud, à l'échafaud. Ah, je voudrais le voir guillotiné. Suis-je donc si cruelle? Il ira mourir couvert de caresses, de baisers qui lui auront valu 20 ans de vie. Marie, reprit Francine avec une douceur angélique, comme tant d'autres, soyez victime de votre amant, mais ne vous faites ni sa maîtresse ni son bourreau. Gardez son image au fond de votre cœur, sans vous la rendre à vous-même cruelle. S'il n'y avait aucune joie dans un amour sans espoir, que deviendrions-nous, pauvres femmes que nous sommes? Ce Dieu, Marie, auquel vous ne pensez jamais, nous récompensera d'avoir obéi à notre vocation sur la terre, aimer et souffrir. Petite chatte, répondit mademoiselle de Verneuil en caressant la main de Francine. Ta voix est bien douce et bien séduisante. La raison a bien des attraits sous ta forme. Je voudrais bien t'obéir. Vous lui pardonnez, vous ne le livrerez pas. Tais-toi, ne me parle plus de cet homme-là. Comparé à lui, Corentin est une noble créature. Me comprends-tu? Elle se leva en cachant, sous une figure horriblement calme, et l'égarement qui la saisit, et une soif inextinguible de vengeance. Sa démarche lente et mesurée annonçait je ne sais quoi d'irrévocable dans ses résolutions. En proie à ses pensées, décorant son injure, et trop fière pour avouer le moindre de ses tourments, elle alla au poste de la porte Saint-Léonard pour y demander la demeure du commandant. À peine était-elle sortie de sa maison que Corentin y entra. « Oh, monsieur Corentin !» s'écria Francine. « Si vous vous intéressez à ce jeune homme, sauvez-le, mademoiselle va le livrer. Ce misérable papier a tout détruit. »
Corentin prit négligemment la lettre en demandant « Et où est-elle allée ?»« Je ne sais. » « Je cours, dit-il, la sauver de son propre désespoir. » Il disparut en emportant la lettre, franchit la maison avec rapidité et dit au petit gars qui jouait devant la porte « Par où s'est dirigée la dame qui vient de sortir ?» Le fils de Galop-Chopine fit quelques pas avec Corentin pour lui montrer la rue en pente qui menait à la porte Saint-Léonard. « C'est par là, » dit-il sans hésiter en obéissant à la vengeance que sa mère lui avait soufflée au cœur. En ce moment, 4 hommes déguisés entrèrent chez mademoiselle de Verneuil, sans avoir été vus ni par le petit gars, ni par Corentin. « Retourne à ton poste, » répondit l'espion. « Aie l'air de t'amuser à faire tourner le loqueteau des persiennes. Mais veille bien, et regarde partout, même sur les toits. » Corentin s'élança rapidement dans la direction indiquée par le petit gars, crut reconnaître mademoiselle de Verneuil au milieu du brouillard, et la rejoignit effectivement au moment où elle atteignait le poste Saint-Léonard. « Où allez-vous » dit-il en lui offrant le bras. « Vous êtes pâle. Qu'est-il donc arrivé ? Est-il convenable de sortir ainsi toute seule ? Prenez mon bras. »« Où est le commandant ?» lui demanda-t-elle. À peine mademoiselle de Verneuil avait-elle achevé sa phrase qu'elle entendit le mouvement d'une reconnaissance militaire en dehors de la porte Saint-Léonard et distingua bientôt la grosse voix de Hulot au milieu du tumulte. « Tonnerre de Dieu !» s'écria-t-il. « Jamais je n'ai vu moins clair qu'en ce moment à faire la ronde. Ce ci-devant a commandé le temps. »« De quoi vous plaignez-vous » répondit mademoiselle de Verneuil en lui serrant fortement le bras. « Ce brouillard peut cacher la vengeance aussi bien que la perfidie. »« Commandant, » ajouta-t-elle à voix basse, « il s'agit de prendre avec moi des mesures telles que le gars ne puisse pas échapper aujourd'hui. »« Est-il chez vous ?» lui demanda-t-il d'une voix dont l'émotion accusait son étonnement. « Non, » répondit-elle, « mais vous me donnerez un homme sûr, et je l'enverrai vous avertir de l'arrivée de ce marquis. »« Qu'allez-vous faire ?» dit Corentin avec empressement à Marie. « Un soldat chez vous les faroucherait, mais un enfant, et j'en trouverai un, n'inspirera pas de défiance. »« Commandant, » reprit mademoiselle de Verneuil, « grâce à ce brouillard que vous maudissez, vous pouvez dès à présent cerner ma maison. Mettez des soldats partout. Placez un poste dans l'église Saint-Léonard pour vous assurer de l'esplanade sur laquelle donnent les fenêtres de mon salon. Apostez des hommes sur la promenade, car, quoique la fenêtre de ma chambre soit à 20 pieds du sol, le désespoir prête quelquefois la force de franchir les distances les plus périlleuses. Écoutez, je ferai probablement sortir ce monsieur par la porte de ma maison. Ainsi, ne donnez qu'à un homme courageux la mission de la surveiller. Car, dit-elle en poussant un soupir, on ne peut pas lui refuser de la bravoure, et il se défendra. « Gudin !» s'écria le commandant. Aussitôt le jeune Fougeray s'élança du milieu de la troupe revenue avec Hulot et qui avait gardé ses rangs à une certaine distance. « Écoute, mon garçon, » lui dit le vieux militaire à voix basse. « Ce tonnerre de fille nous livre le gars sans que je sache pourquoi. C'est égal. Ce n'est pas notre affaire. Tu prendras 10 hommes avec toi et tu te placeras de manière à garder le cul-de-sac au fond duquel est la maison de cette fille. Mais arrange-toi pour qu'on ne voie ni toi ni tes hommes. »« Oui, mon commandant, je connais le terrain. »« Eh bien, mon enfant, » reprit Hulot, « Beaupied viendra t'avertir de ma part du moment où il faudra jouer du bancal. Tâche de joindre toi-même le marquis, et si tu peux le tuer, afin que je n'aie pas à le fusiller juridiquement, tu seras lieutenant dans 15 jours, ou je ne me nomme pas Hulot. Tenez, mademoiselle, voici un lapin qui ne boudera pas, dit-il à la jeune fille en lui montrant Gudin. Il fera bonne garde devant votre maison, et si le ci-devant en sort, ou veut y entrer, il ne le manquera pas. Gudin partit avec une dizaine de soldats. « Savez-vous bien ce que vous faites ?» disait tout bas Corentin à mademoiselle de Verneuil. Elle ne lui répondit pas, et vit partir avec une sorte de contentement les hommes qui, sous les ordres du sous-lieutenant, allèrent se placer sur la promenade, et ceux qui, suivant les instructions de Hulot, se postèrent le long des flancs obscurs de l'église Saint-Léonard. « Il y a des maisons qui tiennent à la mienne, dit-elle au commandant. Cernez-les aussi. »
Ne nous préparons pas de repentir en négligeant une seule des précautions à prendre. Elle est enragée, pensa Hulot. Ne suis-je pas prophète, lui dit Corentin à l'oreille. Quant à celui que je vais mettre chez elle, c'est le petit gars aux pieds sanglants. Ainsi. Il n'acheva pas. Mademoiselle de Verneuil s'était par un mouvement soudain élancée vers sa maison, où il la suivit en sifflant comme un homme heureux. Quand il la rejoignit, elle avait déjà atteint le seuil de la porte où Corentin retrouva le fils de Galop-Chopine. « Mademoiselle, lui dit-il, prenez avec vous ce petit garçon. Vous ne pouvez pas avoir d'émissaire plus innocent ni plus actif que lui. Quand tu auras vu le gars entrer, quelque chose qu'on te dise, sauve-toi, viens me trouver, au corps de garde. Je te donnerai de quoi manger de la galette pendant toute ta vie. » À ces mots, soufflés pour ainsi dire dans l'oreille du petit gars, Corentin se sentit presser fortement la main par le jeune Breton, qui suivit mademoiselle de Verneuil. « Maintenant, mes bons amis, expliquez-vous quand vous voudrez, s'écria Corentin lorsque la porte se ferma. Si tu fais l'amour, mon petit marquis, ce sera sur ton suaire. Mais Corentin, qui ne put se résoudre à quitter de vue cette maison fatale, se rendit sur la promenade, où il trouva le commandant occupé à donner quelques ordres.